Alors, bonjour tout le monde, c'est bien de vous voir si nombreux dans la liste de participants. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur Thomas Siegenthaler, qui est docteur en droit, avocat chez Scherler Siegenthaler, Schweizer Avocat, qui va nous présenter des questions juridiques et des responsabilités civiles liées à la sécurité sismique des bâtiments. Monsieur Siegenthaler est avocat spécialiste et fait ça en droit de la construction et de l'immobilier et également membre de la commission spécialisée et fait ça en droit du même sujet. Il est chargé des cours en droit contrat de la construction à l'Université de Fribourg et entre autres membre du conseil de la Fondation Swissinge. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il est une experte dans la matière. C'est pourquoi nous sommes très contents et bah, merci à vous d'avoir accepté de nous répéter ce webinaire en français aussi. Et pour le déroulement du webinaire, donc comme nous avons communiqué, on va cibler à peu près une vingtaine, 25 minutes de présentation. Et ensuite, nous pouvons poser quelques questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit l'écrire dans le chat pendant la présentation ou aussi le poser ensuite. Et bah, une chose que j'ai oubliée, donc M. Siegenthaler a notamment aidé à l'élaboration du dépliant de la Fondation sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut mettre le lien ensuite aussi dans le chat pour ce dépliant, mais je pense que ouais, vous allez nous présenter un peu ouais, quelques aspects. Donc, ouais, the floor is yours. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais voilà. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs pour cette petite présentation sur les questions juridiques et de responsabilité civile concernant la sécurité sismique des bâtiments. Euh, on a parlé de ce petit dépliant où ouais, j'ai eu l'honneur de pouvoir participer à la rédaction. Donc, j'aimerais tout simplement indiquer qu'il existe et qu'il répond, je dirais, à une bonne partie des questions juridiques. Je dois peut-être dire que beaucoup de réponses sont un petit peu spéculatives parce que, évidemment, nous n'avons pas de jurisprudence dans cette matière. Donc, on doit toujours procéder par analogie à d'autres dangers, d'autres cas. Heureusement, il n'y a pas eu de tremblement de terre majeur qui aurait donné lieu à une jurisprudence qui serait allée jusqu'au tribunal fédéral pour ouais, en savoir plus. Mais il y a quand même des principes de base sur lesquels on peut se baser et je vais en parler maintenant. Alors, la structure de ma petite présentation, c'est que faire pour les nouvelles constructions. Euh, Rien de vraiment neuf là-dessus. La partie peut-être un peu plus intéressante, c'est que faire pour les constructions existantes. Voilà, alors je commence direct. Que faire pour les nouvelles constructions? Euh, Bon, là, juridiquement, c'est assez facile, je dirais. Les nouvelles constructions doivent être conformes aux règles de l'art reconnues. En allemand, on dirait que Baukunde. Oui, voilà. Alors, pourquoi ça? Bon, d'une part, c'est une obligation contractuelle vis-à-vis des concepteurs, planificateurs et des entrepreneurs qui ont vis-à-vis du maître d'ouvrage sous leur contrat. Donc, on peut s'attendre quand on fait faire une planification ou quand on fait construire un bâtiment que le bâtiment, après, soit comme un bâtiment devrait normalement être. Donc, selon le standard, on doit vraiment même pas le mettre dans le contrat, ça doit de soi qu'on attend que c'est conforme à l'état qu'un bâtiment doit avoir normalement. Et normalement, ça doit être conforme aux règles de l'art. Donc, s'il l'est pas, si la planification l'est pas, la planification est défectueuse, ou si le bâtiment l'est pas, et le bâtiment est défectueux. Et après, il y a les règles du droit contractuel, la garantie pour défaut et tout ça qui sont déclenchées.
Et voilà. Mais aussi, que les nouvelles constructions doivent être conformes aux règles de l'art reconnu est aussi dit dans les lois de droit public de la construction, c'est des lois cantonales. Euh, et notamment, j'ai cité ici la loi du canton de Valais, les constructions et installations doivent respecter les règles reconnues de l'architecture. J'étais un peu surpris de l'expression de l'architecture. C'est pas seulement l'architecture, c'est tout. On a la version allemande, die Baukunde, donc c'est les règles de l'art reconnues. Elles doivent notamment être conformes aux exigences de protection d'incendie, de santé, de commerce. Voilà. Et aussi, la construction selon les règles de l'art est exigée par le droit pénal parce qu'il y a une disposition du Code pénal, le 229, qui dit quiconque intentionnellement enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou intégrité corporelle des personnes est puni après de prison ou d'amende. Euh, mais on lit ici sciemment, mais il y a aussi un alinéa 2 qui dit que ça vaut aussi en cas de négligence, mais là, évidemment, la punition est moins forte. Donc, on doit construire selon les règles de l'art. En droit public cantonal, pour ce qui concerne la sécurité sismique, il y a, c'est pas très, il n'y a pas d'unité. Il y a sur le site de l'OFEV, on trouve cette, cette, ouais, cette image où ils aimeraient pousser les cantons à la pratique à laquelle ils aimeraient pousser les cantons. Donc, dans les dans la classe d'ouvrage 1, oui, en principe, il faut juste dire que c'est la classe d'ouvrage 1 et puis après, il y a rien de plus. Si c'est la classe d'ouvrage 2 ou 3, après, on devrait remplir des formulaires et puis il y a un certain contrôle par les autorités. Les cantons qui ont ces formulaires sont sur une liste que je viens de copier du site de l'OFEV à droite. Donc en Suisse romande, c'est surtout le canton du Valais, le canton du Jura et Fribourg. Voilà. Mais c'est quoi alors les règles de l'art reconnu? Bon, là, il y a une sorte de définition dans la doctrine juridique. Sont considérées comme règles de l'art reconnues les règles qui sont reconnues par la science comme théoriquement correctes et qui ont fait leur preuve dans la pratique selon l'avis clairement majoritaire des utilisateurs compétents. Donc, il y a deux éléments. Il faut que ce soit scientifiquement correct et en plus, il faut que c'est considéré comme étant prouvé par la pratique. Donc, il y a les deux. Donc, c'est dynamique. Une règle qui était règle de l'art reconnue ne peut plus l'être dans 2 ans. Euh, ou aussi une norme peut être édictée et qui n'a pas encore fait ses preuves dans la pratique ou qui est contestée par les utilisateurs compétents qui disent non, je ne trouve pas que cette norme est bonne, publie ça peut-être, alors on pourrait le mettre en question que c'est une règle de l'art reconnue. Donc il y a un petit peu un flou, mais il y a un arrêt du tribunal fédéral où il a dit que euh, il existait une présomption selon laquelle les recommandations et les normes de la SIA reflètent en principe les règles reconnues de l'art de construire. Donc, il y a un soupçon, oui, on considère que les normes de la SIA, jusqu'à preuve du contraire, sont des règles de l'art de construire. Il faut cependant dire que les normes SIA ne sont pas les seules à pouvoir être considérées comme des règles de l'art reconnues. Il y a par exemple les fiches techniques de l'OFEV
par exemple celui-là, où on pourrait se poser la question si c'est une règle de l'art reconnue. Il y a cette publication sécurité sismique des éléments non structuraux et autres installations et équipements. Alors, ça c'est bon, pour moi, juriste qui réfléchit simplement, c'est un peu la chose. Oui, c'est très bien si la structure tient lors d'un séisme, mais si je me fais aplatir par ma librairie, c'est quand même, ça ne me sert pas à grand-chose. Alors, voilà. Euh, et là, évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce que maintenant, ça c'est une règle de l'art reconnue, oui ou non? Donc, ce n'est pas une norme SIA, mais je dirais quand même que s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, qu'il y a un tremblement de terre et quelqu'un se fait écraser de la manière que vous voyez sur cette image, on risque fort que les tribunaux diront oui, ça c'était une norme qu'on aurait dû respecter. Et d'ailleurs, aussi la norme SIA 261 euh, dit quelque chose, bon, pas, mais c'est pas très, c'est pas beaucoup, mais il mentionne quand même que les constructions secondaires devraient être fixées de manière à ne pas mettre des personnes en danger. Donc, on ferait probablement le lien et dirait que oui, ça aussi, c'est une règle de l'art reconnue, mais on peut laisser la question ouverte. Donc, pour, euh, pour conclure là-dessus, en principe, les normes SIA sont des règles de l'art reconnues, euh, du moins quelques années après leur introduction, quand on peut dire que ça a été prouvé dans la pratique. Euh, Et donc aussi, les normes SIA 260 à 267 sont des règles de l'art reconnues. Conclusion, vous n'êtes pas surpris, les nouvelles constructions doivent répondre aux normes actuelles en matière de construction, structure porteuse, et celles-ci tiennent notamment compte de la sécurité parasismique. Donc, voilà, ça c'était la partie facile. Maintenant, ça devient un peu juridiquement, en tout cas, un peu plus complexe. C'est que faire pour les constructions existantes. Euh, bon, on doit peut-être dire, pour commencer, que en principe, les constructions existantes profitent du principe de la confiance, donc que le fait qu'ils étaient construits à l'époque de manière légale fait en sorte qu'ils ne deviennent pas illégaux plus tard. Ça, c'est un peu le principe de base. Mais notamment en matière de sécurité, ce principe est évidemment, euh, connaît évidemment des exceptions. Et je commencerai comme base juridique de départ avec le droit pénal. L'article 11 du Code pénal dit qu'une infraction peut être commise non seulement par un acte, mais aussi par une inaction, une omission contraire au devoir. Alors, évidemment, pas toute omission est punissable. Il, oui, s'il y a, si vous passez à côté de quelque chose et vous n'intervenez pas, peut-être c'est moralement euh, pas très bien, mais c'est pas forcément punissable. Euh, c'est seulement punissable si une des quatre conditions sont remplies. Euh, alors, ces conditions, c'est lorsque quelqu'un est tenu, en raison de son statut juridique, euh, de, euh, d'intervenir. Ça, c'est notamment le cas si la loi dit que quelqu'un doit intervenir. Par exemple, les parents doivent aider leurs enfants, ça c'est dit par la loi. Euh, ou alors, telle obligation juridique peut exister à cause d'un contrat. Vous passez par exemple un contrat avec votre médecin, donc votre médecin doit vous assister. Euh, Après, il peut y avoir cette
communauté de danger librement consentie. Alors ça, c'est bon, c'est spécial. Ça, c'est lorsqu'on va faire des tours en montagne et on est considéré comme à plusieurs, on est considéré comme une communauté de danger librement consentie. Et puis ceux qui font partie de cette communauté doivent s'entraider. Ou alors, et puis ça, c'est maintenant la partie qui nous intéresse, celui qui a créé un risque doit faire en sorte que ce risque ne se réalise pas. Et donc, ça c'est ce qui est oui, la partie qui nous intéresse. On parle, si ces conditions, ces quatre conditions, une des quatre conditions est remplie, on parle d'une position de garant. Donc, on doit oui, garantir vis-à-vis euh, du tiers. Alors, quand on a une position de garant, euh, on a l'obligation de prévenir le danger existant. Donc, vous voyez bien où je vais en venir. Si vous, en tant qu'ingénieur, architecte, vous créez un danger, vous avez l'obligation de faire en sorte que ce danger ne se réalise pas. Ça, c'est le principe. Et quelque chose qui est assez dur dans la jurisprudence, c'est que euh, concernant c'est la prescription. Parce que normalement, on dit, bon, alors il y a un délit qui se fait, une action qui se fait, et après, une fois que le délit a été commis, euh, il court un délai de prescription. Mais avec les omissions, c'est un peu particulier, parce que les omissions, ça veut dire que vous êtes tenu d'agir tout le temps, en principe jusqu'à ce que oui, ça se réalise, le problème, c'est le danger. Alors, quelqu'un qui est obligé de prévenir un danger, il reste obligé de prévenir ce danger tant que ce danger existe. Euh, et donc, la prescription ne commence pas à courir. Elle commence seulement à courir quand vous n'avez plus de position de garant. Par exemple, au moment où vous dites, ah, il y a un danger, je fais quelque chose pour prévenir ce danger. Ça peut être tout simple, que vous avertissez le propriétaire et que vous dites, oui, d'ailleurs, on a constaté que la dalle en béton qu'on a calculée ne tient pas. Il faut tout de suite bloquer l'accès, quelque chose comme ça. Alors, donc, la prescription ne commence pas. Euh, et ça c'est difficile, ça c'est dur. Donc, ça se peut, en principe, maintenant, si on parle de sécurité sismique, qu'il y a une construction qui ne remplit pas les normes et ça, personne ne s'en occupe. 30 ans plus tard, le bâtiment s'écroule et puis on va dire, ah bon, la prescription n'a même pas encore commencé. Donc, celui qui a fait construire ce bâtiment, euh, qui a mal fait son travail, risque d'être puni pénalement. Euh, j'ai donné des conférences où j'ai dit oui, ça met les ingénieurs à peu près euh, au même pied que les génocidaires. Ça prescrit pas non plus. Euh, après, mais quand est-ce qu'il y a un danger pénalement répréhensible? C'est un peu ça la question. Euh, alors ce danger dont la non-élimination entraînerait une sanction pénale pour les personnes responsables de l'omission. Euh, alors là, on a souvent on a la question, disons, qui n'est pas résolue en droit pénal du risque résiduel. Parce que il est clair que, ouais, disons, on prend toujours des risques résiduels ou on fait prendre des risques résiduels à des tiers. Quand j'envoie notre secrétaire à la poste pour envoyer une lettre recommandée, euh, je, je devrais savoir que bon, la route elle est dangereuse et il y a un certain risque d'accident.
sur ce trajet. Et ce risque, il est très petit, mais je le connais et puis ouais, comme tout le monde. Et ouais, je m'en accommode de ce risque que que je lui fais prendre. Donc, est-ce que s'il y a quelque chose qui arrive sur le chemin, est-ce que je suis pénalement, est-ce que je serais puni parce que je l'ai envoyé? Non, évidemment pas. Il n'y a jamais eu de punition. Euh, alors, qu'en est-il des risques de tremblement de terre? Le risque est guère plus grand que de se faire écraser sur le trajet entre mon bureau et la poste. Mais bon, on fait quand même prendre des risques à des tiers. Et ça, les pénalistes ont du mal avec ça. Pourquoi ils ont du mal? Euh, Parce que bon, il y a la définition d'un dol éventuel. Donc, on peut commettre un délit par négligence ou on peut le commettre intentionnellement. Et puis, évidemment, il y a quelque chose qui est un petit peu entre les deux. C'est quand je dis, ouais, je passe avec la voiture à travers ces villages à 100 à l'heure et bon, tant pis si j'écrase un enfant. Euh, voilà, ça c'est un dol éventuel. Ça, si vraiment après ça arrive, on me considère comme quelqu'un qui n'était pas négligent, mais qui a commis, qui a tué quelqu'un de manière intentionnelle. Euh, alors, oui, et puis ça, c'est un peu le problème du risque résiduel, parce que là, on fait quand même prendre de manière euh, consciente des risques et puis on s'en accommode, ce qui tombe exactement sur la définition du dol éventuel, sauf que le risque, il est très petit. Et bon, ça, c'est un peu le problème dans tout ça. Euh, alors, euh, après, bon, si je devais défendre quelqu'un qui était le propriétaire d'un bâtiment ou qui aurait eu l'obligation, qui aurait dû euh, peut-être faire quelque chose contre ces dangers sismiques et qu'il n'a pas fait et qui, après, il y a eu un tremblement de terre et quelqu'un a été blessé ou tué. Et s'il y a une accusation, alors comment j'argumenterais? Alors là, je dirais, bon, il y a quand même, probablement, il faut quand même appliquer au moins de manière analogue la jurisprudence relative à la négligence. Et cette jurisprudence renvoie finalement à des prescriptions de sécurité et s'il n'y a pas de règles de sécurité étatiques, on peut se référer à des règles analogues d'associations privées ou semi-privées, pour autant qu'elles soient généralement reconnues. Et on est de nouveau vers nos règles reconnues de la construction, les règles techniques. Alors, voilà, et puis une telle règle existe, c'est la norme SIA 269-8, conservation des structures porteuses séisme. Alors, bon, vous connaissez probablement bien mieux que moi, mais je fais quand même un résumé de cette norme. Euh, la norme SIA 269.8 s'oriente vers l'objectif euh, oui, parce que dans un bâtiment concret, compte tenu de tous les facteurs, la probabilité de décès par séisme doit être inférieure à 1 sur 100 000 par an. Et cette valeur de 1 sur 100 000 s'appuie sur la littérature spécialisée correspondante. Euh, bon, comme j'ai dit, ça c'est à peu près non, c'est bien plus bas, je dois dire, que d'être simple pédestre dans les rues de nos villes. Et après, on prend cette valeur et on considère ça comme rempli. C'est le facteur de conformité calculé selon la fiche technique. Et bon, c'est plus la fiche technique, c'est la norme SIA 269, correction, est supérieure à 25%.
Alors, si le bâtiment existant offre 25% de la protection qui offrait un nouveau bâtiment, c'est considéré comme en principe le minimum. Pour les écoles, les bâtiments d'infrastructure importants et les bâtiments dits lifeline, donc les hôpitaux, les pompiers, tout ça, il faut un 40%. D'ailleurs, pourquoi les écoles et puis et pas les homes pour personnes âgées? Euh, Ça, c'est une réflexion intéressante, c'est que on calcule toujours avec des vies sauvées, euh, mais après, il y a eu, disons, l'argument qui était soulevé, qui ont dit, ouais, mais bon, est-ce que c'est juste calculer avec des vies sauvées? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt calculer avec des années de vie sauvées? Bon, et ça nous mène à protéger les enfants plus que les autres. Alors, tout ça, faut dire, ça, c'est des normes techniques. Hein. Ça, c'est pas des normes juridiques. Ça sera seulement appliqué, le juge verra ça et puis se dirait, bon, alors il y a quelque chose, j'espère en tout cas qu'il appliquera, et puis il dira, bon, il y a quelque chose, je le prends, ça a l'air sensé, mais c'est bien possible qu'un juge va dire, non, ça me suffit pas. Parce que, bon, il y a cette réflexion ici où on dit, en principe, pour sauver une vie humaine, il faudrait dépenser jusqu'à 10 millions. Et après, sur la base de ce montant et la probabilité d'occurrence d'un séisme d'une certaine intensité, de la durée d'utilisation prévue du bâtiment, du nombre de moyens d'occupants, etc., on calcule ensuite le montant proportionnel des mesures à prendre pour améliorer la sécurité parasismique. Donc tout ce qui est plus des 25% ou pour la classe d'ouvrage 2 et 3, plus que 40%. Euh, il s'avère souvent, alors j'ai déjà vu plusieurs de ces calculs, que le montant qui est considéré comme proportionnel ne suffit pas pour prendre des mesures. Donc on reste aux 25% qui doivent être remplis. Donc, selon la norme, dans ces cas-là, il n'y a aucune mesure qui est nécessaire. Euh, des fois, ça c'est assez étonnant, les résultats. Euh, voilà. Euh, Bon, ça c'est la même chose en fait, exprimée par un schéma. Euh, voilà. Bon, je passe. Et bon, alors maintenant, la question de savoir, voilà, vous avez un bâtiment qui ne remplit pas les 25% euh, dans la classe d'ouvrage 1 ou les 40% dans les autres cas. Alors, que faire? Surtout, quand est-ce qu'il faut ouais, quand est-ce qu'il faut agir? Le délai d'intervention, ça, c'est pas réglé dans la norme et c'est pas vraiment réglé par la loi non plus. Donc, oui, j'essaie ouais, de voir un peu à quoi on pourrait s'attendre. Bon, on peut regarder ce qu'a fait la Confédération. Donc, ils ont eu euh, qui est évidemment la Confédération, un propriétaire de biens immobiliers très important. Et la Confédération, en tant que propriétaire de immobilier, a procédé en trois étapes. Euh, Première étape était de recenser sommairement quel bâtiment pourrait être à risque. Ça, il disait, ouais, on prend à peu près 4 heures de faire ça. Et pour savoir quel bâtiment il faudrait peut-être examiner de manière plus détaillée. Après, on examine de manière plus approfondie. Euh, et alors, après, quand on se rend compte que le bâtiment est à risque, alors là, on fait vraiment une enquête détaillée et on devrait peut-être prendre des mesures. Voilà. Euh, En principe, ces études approfondies, donc le niveau 3, la Confédération l'a atteint en 2017 déjà. Mais j'ai vu dans un document
2005 où ils avaient prévu de prendre les mesures de renforcement une fois qu'ils ont constaté qu'un bâtiment ne remplissait pas les 25% minimales. euh, alors ils disaient qu'ils se prennent du temps, ils vont faire les renforcements dans un délai de 20 ans. Euh, Ça me paraît beaucoup. Euh, Normalement, il faut dire dans la jurisprudence, les tribunaux sont plus accommodants vis-à-vis de l'État. Et ça, quand il s'agit de responsabilité civile, par exemple, on voit ça pour l'entretien des routes. Si vous n'entretenez pas votre entrée de votre maison et puis il y a quelqu'un qui glisse sur des verglas, euh, la barème est bien plus sévère que s'il y a l'État qui est en cause parce que le trottoir n'était pas salé déjà à 6 heures du matin. Donc, voilà, ça c'est une réalité parce que les juges disent, bon, il y a en fait le budget qui est fixé par le Parlement, et ça c'est le même Parlement qui a aussi créé les normes pénales. Donc, il donne une certaine valeur ouais, juridique au fait que l'État doit s'accommoder d'un budget limité. Et un peu bizarrement, pour les privés, cette considération, on ne la lit pas. Euh, Aussi, il faut être conscient que lorsqu'il y a un tremblement de terre avec de nombreux morts, il existe un besoin on peut dire, de vengeance de la part de la société, de la population. Euh, on, on a très bien pu voir ça avec le tremblement de terre en Italie, où toutes les personnes qui étaient membres de la Commission nationale pour la prévention des grands risques étaient condamnées pénalement à des peines assez lourdes euh, pour ne pas avoir euh, ouais, annoncé ce tremblement de terre. Il faut cependant dire que ça, c'était en première instance et que la Cour d'appel, après, les a acquittés. Donc, mais sur le moment, ces émotions sont très fortes et puis ça se transmet aux tribunaux. Ça, faut s'en rendre compte. Donc, spéculer de dire, bon, maintenant on a constaté qu'on n'a pas atteint le minimum de 25%, et puis dire, bon, maintenant on se prend aussi que 20 ans comme la Confédération, c'est peut-être ouais, un peu téméraire, disons. Euh, il y a une publication de l'OFEV sur le risque sismique pour les grands parcs immobiliers et qui explique comment il devrait procéder. Puis c'est exactement comme, ou plus ou moins comme la Confédération a procédé, ce que je vous ai expliqué. On voit ça dans ce tableau 6 à droite. Euh, voilà. Alors la conclusion pour les propriétaires, euh, il faut procéder ouais, comme la Confédération l'a fait et comme elle le prône pour les autres propriétaires. Il faut examiner s'il faut clarifier le facteur de réalisation. Après, s'il faut le clarifier, euh, alors il faut le clarifier. Et puis, si le facteur de réalisation est inférieur à 25% ou à 40% pour les autres classes d'ouvrages, il faut un plan de mise en œuvre des mesures. Et là, je conseille à mes clients, quand on me demande ça, de mettre des délais d'intervention nettement inférieurs à celui de la Confédération. Et après, bien sûr, il faut mettre ces mesures en œuvre. Et je pense que si on a ça, si on peut démontrer qu'on a un procès de la sorte, et que, bon, peut-être malheureusement, entre le plan de mise en œuvre des mesures et la mise en œuvre réelle, il y a eu le tremblement de terre. Je pense qu'on a une bonne défense au niveau pénal, sans que je puisse en garantir le résultat.
Voilà, ça c'était ma dernière feuille. Voilà, alors je suis ouvert aux questions, peut-être même aux autres sujets. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce que il y a des questions? Donc, je vois dans le chat, il n'y en a pas, mais vous pouvez également votre main virtuelle ou réelle ou poser des questions maintenant dans le chat. Tiens. Clotaire Michel, tu veux Ouais. allumer ton Non, micro? j'ai une question bête. Le droit pénal, hein, c'est uniquement s'il y a un dommage. Il ne Oui, peut non, pas y c'est pas une avoir question, de... ça c'est pas une question, pas du tout une question bête. Bah, oui, c'est ça. Donc, la mise en danger en tant que telle, dans ces circonstances-là, n'est pas punissable. C'est seulement si le résultat, s'il y a vraiment des lésions corporelles ou un mort, euh, là, ça devient punissable. Mais bon, bon, disons, la réflexion que je viens de présenter, c'est toujours un peu sous cet angle-là. On dit euh, aux, aux gérants des immeubles ou au conseil d'administration, alors, vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien qui est arrivé, pas de tremblement de terre, il n'y a pas de lésé, bon, ça va bien. Mais dès qu'il y a quelque chose, euh, les questions vont se poser. S'il y a une lésion corporelle, on va se poser la question, est-ce qu'ils ont fait assez? Est-ce qu'ils sont peut-être punissables pour un délit d'omission? Et donc, on doit déjà se réfléchir dans cette perspective, avant qu'il y ait évidemment les morts. Et donc, si je rebondis, mais dans le cadre du droit public de la construction, est-ce qu'il peut y avoir aussi des sanctions? Donc, préalable à tout dommage? Oui, bon, oui, en principe, ce serait possible, oui. Mais ça, normalement, c'est pas vraiment des sanctions, c'est plutôt, on pourrait vous euh, faire une ordonnance selon laquelle vous devez mettre les choses en ordre. Alors, et puis si après vous refusez de vous soumettre à ça, il y a des peines de désobéissance alors, aux ordonnances publiques. Oui. Merci. Puis il y a Igor Berger qui a levé la main. Oui. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Merci pour cette présentation. J'ai deux questions. La première, c'est au niveau des études sismiques. Quand un mandant nous dit non, moi, je veux pas faire l'étude sismique de mon bâtiment existant parce que ça lui coûte trop cher par rapport à ce qu'il attend. Est-ce que ça entre dans le... On peut, en fait, si on la fait pas, ma question, c'est que si on la fait pas, on peut pas évaluer justement le risque, s'il est important ou pas. Et est-ce que dans ce cas-là, l'ingénieur il pourrait être poursuivi du fameux dol éventuel? Ouais, ça c'est une très bonne question. Ouais. Euh, je dis toujours, ça. En principe, si vous ne contribuez pas à augmenter le risque, donc vous n'êtes pas responsable du risque. Donc, si vous êtes, vous avez vu là avec ce délit d'omission, si vous créez un risque, vous pouvez être punissable. Tant que vous ne créez pas de risque, mais je ne vois pas comment on pourrait vous punir. Donc, autrement dit, si, disons, simplifiez encore un peu votre cas, il y a un propriétaire qui vous dit, bon, on veut agrandir et puis pour mettre un étage supplémentaire, ça c'est le classique, et puis il n'aimerait pas prendre des mesures parasismiques. OK. Là, je dis normalement, là, il faut résilier le mandat. Parce que là, vous augmentez un danger. Si cependant, il veut faire une transformation qui n'a aucun effet sur la statique, sur la sécurité parasismique, qui est peut-être mauvaise, vous faites un avis
formel au propriétaire, dites ça va pas, tout ça, mais je ne pense pas que vous risquez une peine parce que vous n'avez pas la maîtrise du bâtiment. Donc, en fait, vous ne pouvez rien faire. Et puis, vous créez pas de danger qui n'existait pas déjà. Il existe déjà. Donc, c'est un peu la même chose dans ce cas-là. Si après, s'il ne veut pas faire d'études, eh ben, il ne veut pas faire d'études. Voilà. Mais après, si vous faites quelque chose qui agrandit le risque, là, je vous conseillerais de laisser tomber, de rester le mandat. Ok, ben vous avez justement dans votre réponse, vous avez prévu ma deuxième question qui était justement quand on fait l'analyse et puis que moi je suis ingénieur à Genève et souvent les bâtiments existants, ils ont des bâtiments adjacents qui n'ont pas les dalles au même niveau que les dalles du bâtiment qu'on étudie et tout. Donc notre étude propre du bâtiment peut être assez satisfaisante, voire dire qu'il n'y aurait pas de travaux. Qu'on pourrait rester dans le principe de la proportionnalité à pas faire de travaux, mais comment le propriétaire il peut agir par rapport à ses voisins, parce que souvent, soit les joints de dilatation ne sont pas assez grands, soit il y a ce risque de martèlement. En fait, la plupart du temps, c'est le cas du martèlement du voisin qui est prépondérant par rapport à l'analyse pure du simple bâtiment pris isolément. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je c'est que vois le très risque, bien. il vient des voisins et pas nécessairement du risque propre à l'ouvrage, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que le risque propre de l'ouvrage devient un risque résiduel inférieur ou pas? Franchement, je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que les interactions entre les bâtiments qui sont, surtout dans les vieilles villes, collés l'une à l'autre, j'ai jamais vu une publication là-dessus. C'est quelque chose qui a complètement échappé aux juristes jusqu'à maintenant. Mais ça échappe aussi à beaucoup d'ingénieurs, parce qu'on ferme les yeux là-dessus, mais c'est souvent le cas déterminant. Oui, c'est le martèlement du voisin. Je sais, oui. Et puis, on peut peut-être dire, le voisin, il utilise votre bâtiment pour s'appuyer dessus. Est-ce que c'est permis, ça? Mais ça, c'est des questions que, normalement, quand on utilise la propriété d'un autre, il faut une convention, il faut que ce soit. Mais en matière de statique, ça, je pense jusqu'à maintenant, il y a peu de gens qui en pensaient. Franchement, je crains fort qu'on va dire, les bâtiments existants à gauche et à droite, ils sont là. Alors, et puis même avec les charges qui peuvent, en cas de tremblement de terre, mettre sur votre bâtiment, il faut en tenir compte. Mais j'ai un peu peur que ça sera un raisonnement du procureur, mais que je ne trouve pas tout à fait correct. Donc, désolé, si on en tient compte, oui. C'est très, très, très difficile de justement trouver des solutions techniques pour y remédier, quoi. Je sais, oui. Ça, mais je ne peux pas vous donner une réponse qui a. J'ai un avis, comme je vous ai dit, mais c'est pas plus que ça. Okay. Peut-être une question, parce qu'on s'est posé exactement cette question récemment aussi. Un peu suivant, le code pénal, je veux dire, pour une nouvelle construction, on n'a pas le droit de mettre d'autres personnes au triangle en danger. Est-ce qu'on pourrait extrapoler ça sur ce cas-là? Parce que si moi je renforce mon bâtiment, le voisin ne le fait pas, par négligence d'entretien, il ne met pas mon bâtiment en danger? Oui, probablement oui. Mais il y a aussi un peu justement cette idée que si une fois vous avez construit de manière légale, et ça c'est un fait, et puis ce qui ne sera en principe plus mis en doute. Et on dit par exemple, on a des situations analogues avec quelqu'un qui construit en dessous d'un autre, dans une pente, et puis le bâtiment de dessus
s'appuie sur le fond du voisin, en fait, statiquement. Et là, on dit quand même que c'est celui qui est construit en deuxième, qui est construit dans mon exemple en bas, va faire le nécessaire pour que le bâtiment qui est en haut ne glisse pas. Pourtant, on pourrait se dire pourquoi? Si je m'appuie sur le fond du voisin, est-ce que je ne devrais pas avoir un système de statique euh, où je ne dois pas m'appuyer sur le fond du voisin? Ou est-ce que je devrais au moins payer pour les ancrages et tout ce qu'il y a pour tenir mon propre bâtiment? Mais non, on dit c'est celui qui vit en deuxième qui doit faire en sorte que ceux qui ont eu la chance de construire un peu avant et puis qui ont profité de la situation pour qu'ils n'aient pas de dégâts, de dommages. Oui. Puis on a encore quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si on peut tous le prendre, on est un peu... mais la première question était à quel moment un propriétaire est-il tenu de faire l'expertise sismique d'un bâtiment, dès l'achat ou lors du projet de travaux? Bon, je ne sais pas comment vous entendez la question. Bon. Alors, OK, il y a un bâtiment existant qui est vendu et puis là, il y a un nouveau propriétaire. Bon, le nouveau propriétaire, il est responsable pour ce bâtiment. Donc, il est le maître il maîtrise un danger finalement, s'il y a un danger. Et si maintenant il ferme les yeux et puis dit non, je ne m'occupe pas de la sécurité sismique, et puis par malchance, il y a un tremblement de terre dans les années après, et puis il y a des gens euh, qui ont des lésions corporelles ou qui meurent. Là, je pense qu'il a un problème pénal. Donc, en principe, je recommanderais oui, de faire analyser le bâtiment. Évidemment, un peu comme la Confédération le préconise par ces étapes, donc de manière proportionnelle. On regarde, le premier regard, c'est quelle classe d'ouvrage. On regarde, est-ce qu'il y a des apparences de risque, est-ce qu'il y a je ne sais pas comment on dit en français, c'est un soft story, ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça a l'air dangereux? Si ça c'est pas le cas, souvent on peut dire bon alors le dossier est déjà fermé. Mais tout en suivant cette procédure préconisée par la Confédération. Oui. Et puis il y a encore donc Sven Heunet qui a aussi répondu, Sven Heunet de l'OFEF qui a répondu à ce message en citant la SIA 269 où effectivement dans le chiffre 6.1.22, c'est écrit que dès qu'il y a des acquisitions de connaissances nouvelles sur les actions, euh, c'est un motif à procéder à un examen. Donc théoriquement, on pourrait dire que c'est à chaque révision de la norme SIA 261, chapitre 16, donc les actions sismiques. C'est Ok. pourquoi d'ailleurs on recommande souvent surtout le bâtiment qui ont été construits avant 2003, mais même après, qui ne sont pas du tout construits pour les actions sismiques qu'on considère aujourd'hui. Puis une question encore sur le délai. Donc là, en fait, il y avait deux questions. Peut-être il y avait la deuxième. Donc ou la première question est quel délai recommandez-vous à vos clients pour le renforcement des bâtiments? Et puis la deuxième était est-ce que le fait de ne pas avoir commencé en même temps que la Confédération nous met déjà dans une mauvaise situation? Et là, peut-être, je ne sais pas, Sven Reinhardt, si jamais tu pourrais préciser aussi, mais Friederike Braun avait aussi mentionné une fois que justement la Confédération avait commencé à faire des inventaires de tout son parc immobilier il y a plus de 20 ans maintenant. Oui, je sais. Donc, effectivement, ce délai de 20 ans était fixé à l'époque parce qu'on s'est dit c'est irréaliste de pouvoir tout faire dans une année ou un truc comme ça. Donc effectivement, si vous n'avez pas déjà commencé de faire l'inventaire, vous avez par rapport à la Confédération, vous avez une vingtaine d'années de retard déjà. Donc voilà, ça peut-être pour poser le cadre. Oui, de- certainement. de- Je ne sais pas non plus si mon argumentation avec ce que la Confédération a fait
est vraiment juste. C'est un peu de dire, bon, si le plus important pour propriétaire immobilier, qui est en même temps l'État, ce qu'il fait est probablement juste, mais ça n'a jamais été vérifié par aucun juge, n'a jamais dû se prononcer là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, si j'ai bien compris la manière de la Confédération de faire, ils ont dit on va examiner ces bâtiments de étapes 1, 2 et 3 finalement. Et ça a été terminé en 2017. Et puis une fois qu'ils ont compris qu'un bâtiment ne remplit pas la sécurité de base de 25%, ils se donnent encore 20 ans pour le faire. Donc, si j'ai bien compris. Donc, moi, je dirais, ça, c'est trop. Mais je ne peux pas dire, évidemment, oui, 10 ans, c'est bon, ou 5 ans, c'est bon. À mon avis, il dépend. Si je devais faire, je me mets toujours dans la situation de l'avocat de défense une fois qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il y a eu des morts, et il y a le propriétaire du bâtiment ouais, qui aurait dû faire, mais qui n'a pas fait. Alors là, j'aimerais bien voir qu'il y a un plan et tout ça. On a eu des priorités, une priorisation raisonnable, où on a dit, bon, ces bâtiments-là, on doit les faire en premier, les autres, on le fait en deuxième, parce qu'ils sont c'est un peu moins dangereux, à moins de risques, d'une part à cause de la construction, d'autre part parce qu'il n'y a pas tant de monde dedans, tant de gens qui habitent, et ainsi de suite. Alors, et là, si je pouvais dire, bon, écoutez, c'était un risque, mais on l'a géré, ce risque, on n'était pas négligent, on a fait, il y avait une manière raisonnable de procéder. Je dirais que j'ai une bonne défense. Mais si je vais obtenir l'acquittement, ça, c'est pas sûr. Merci. Puis Sven, Rainer, tu veux dire quelque chose? Oui, juste, je pense qu'il ne faut pas oublier que la Confédération, elle avait 10 000 bâtiments. Donc, il y avait une question de priorisation, et puis la publication, et puis le système en 3 étapes se base vraiment sur des maîtres d'ouvrage avec un grand parc immobilier. Et moi, j'aime bien toujours citer quand même la 269 parce qu'elle n'est pas que là pour le séisme. Et la 269 dit aussi au chiffre 613 qu'il y a l'examen général avant un examen détaillé. Et il dit aussi que l'examen général peut s'effectuer par étapes. Puis je pense que c'est ça et aussi on peut aussi s'appuyer très bien sur la 269, pas forcément toujours aussi sur la Confédération, parce que la norme le définit aussi de manière assez claire, je dirais. Merci, oui, merci. Puis peut-être vu le temps, une dernière. Donc il y avait quelque chose sur le scellement secondaire, mais je pense que ça on laisse de côté. Il y avait une question, si un bâtiment existant ne respecte pas les règles d'art reconnues, devons-nous lors de la mise en conformité par un SMIC faire en sorte qu'il respecte leurs règles d'art? Alors là, je dirais peut-être la question, qu'est-ce qu'on considère les règles d'art? Je dirais en Suisse, c'est la 269. Après une étude C'est bon. sismique, ici, ça veut dire que C'est la dernière question, effectivement. comment on peut se protéger avant les travaux? Non, là, c'est travaux. C'est- Ah non, ça c'est Après, la troisième message depuis le bas, de ABSA à 12h41. Je pense que les autres, désolé, mais elle s'applique à l'ingénieur. Alors, là, 12h41, la responsabilité pénale s'applique à l'ingénieur ou c'est le bureau d'ingénieur en tant que société qui est responsable? C'est l'individu, c'est l'ingénieur. Il y a des manières de rendre une société pénalement responsable. C'est si elle n'a pas, c'est pas organisé en fonction et tout ça. Mais de prime abord, c'est l'individu qui est pénalement responsable. C'est toujours comme ça en droit pénal. Il y a des exceptions, mais en principe, c'est ça. Et puis, deuxième, si un bâtiment existant ne respecte pas les règles de l'art reconnu, devons-nous, lors de la mise en conformité parasismique, faire en sorte qu'il respecte les règles de l'art? Je
dirais, bon, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question, mais je dirais oui. Oui, en principe, oui. Alors, il est clair que en tant qu'ingénieur, c'est pas vous qui avez la maîtrise de ce qui va se faire. Et c'est toujours le maître d'ouvrage qui peut dire non, je ne veux pas. Mais là, justement, s'il dit non, je ne veux pas faire, il faut bien réfléchir si vous vous exposez à un risque d'une condamnation pénale qui est, oui, qui est très dur parce que justement, il y a ce problème de prescription. Donc, ça peut vous attraper, je ne sais pas, pendant votre retraite. Alors, voilà. Alors, et là, je dirais, tant que vous n'augmentez pas les dangers, vous ne faites rien de punissable. Mais dès que vous contribuez à agrandir les risques, je dirais là, faut très résilier le mandat si on vous demande ça, parce que là, vous rendez potentiellement punissable. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'en vue du temps, il y en a encore quelques questions, mais au vu du temps, je pense qu'on ne peut pas malheureusement tout le prendre. Mais encore une fois, merci beaucoup pour avoir pris le temps pour le séminaire et répondre à nos questions. Au niveau marketing, je devrais probablement faire de la pub pour le prochain webinaire, mais là, on recommencera après l'été, donc pendant la période estivale, on n'a pas. Et si vous êtes membre SGB, vous aurez l'info dans la prochaine newsletter. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez le devenir, évidemment. Toute l'info est sur notre site web. Ou sinon aussi nous suivre un peu, regarder sur notre site web les actualités ou également nous suivre sur LinkedIn. Là, normalement, on met également l'information. Et je pense que c'est ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Et merci surtout à vous, Monsieur Signthalem. C'est très intéressant. Merci aussi. Bonne journée. Bonne Merci. journée. Au revoir.